La science au cœur de nos vies. Thérèse Delpech, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au CERI, qui est le Centre d'études sur les relations internationales, et vous êtes à la fois philosophe, mais aussi très spécialiste des grandes questions géostratégiques. Donc je voudrais avec vous qu'on fasse une espèce de tour d'horizon de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer à partir de la petite, entre guillemets, révolution tunisienne, puis la révolution égyptienne, on en dira un mot, et puis des signes d'extension possibles jusque dans la Libye du colonel Kadhafi. Donc une multitude de questions se posent, comme toujours, en anticipation des conséquences qu'il faudra tirer de tous ces mouvements. Est-ce que le mouvement est vraiment extensible? Est-ce qu'on a une chance de voir ce mouvement se généraliser, ou en tout cas s'étendre davantage? Quelle est la nature de ce mouvement? Parce que très souvent, on opposait, on justifiait plus exactement les régimes dictatoriaux, autoritaires, qui étaient très présents dans le monde arabo-musulman, par le refus de l'islamisme radical, le refus d'une dérive fondamentaliste, etc. Qu'en est-il de ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui est de façon sous-jacente animé par des religieux qui ont été privés du pouvoir auquel ils aspirent, ou est-ce que c'est autre chose? Et la France? Et nous-mêmes, dans tout ça, comment nous débrouillons-nous? Quand je dis nous, c'est la diplomatie française, avec tous ces bouleversements. Alors on peut peut-être commencer par la nature même de ces mouvements, à travers ce que l'on a pu voir en Tunisie et en Égypte. Comment les évaluez-vous? Écoutez, la nature de ces mouvements a surpris tout le monde parce qu'en réalité, elle ne correspond à aucun schéma. Ce sont des mouvements qui sont laïques, ce sont des mouvements démocratiques, ce sont des mouvements très modernes, ce sont des mouvements qui ne sont ni anti-américains ni anti-israéliens. On n'a vu strictement aucun slogan contre ces deux pays pendant les manifestations. Et c'est un mouvement qui, au fond, est assez... comment dire, est assez européen dans sa nature, parce que ce que les jeunes réclament, c'est la fin de la répression, la fin de l'état de siège, entre parenthèses, qui n'est toujours pas levé en Égypte, la dignité, et puis aussi que l'on en finisse avec le déni d'avenir. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de perspective d'emploi et qui n'ont pas de perspective du tout, d'une certaine façon. Donc, ce qui est brillant, je trouve, dans l'affaire tunisienne et dans l'affaire égyptienne plus encore, c'est que ce mouvement non-violent ait réussi finalement à mettre dehors et Ben Ali et Moubarak. Moubarak était quand même là depuis une trentaine d'années. L'état de siège durait depuis 92. Et bon, en fait, non, je dis 92, l'état de siège durait lui-même depuis une trentaine d'années. Et bon, on est dans une situation où, en réalité, les Égyptiens espèrent bien que, d'une part, on ne va pas leur voler leur révolution, ce qui n'est pas acquis, on pourra peut-être revenir là-dessus, parce que l'armée ne veut pas lâcher une partie du pouvoir politique. Voilà, ce que l'on voit pour le moment, c'est que le pouvoir a été transmis à l'armée, laquelle est chargée d'organiser la transition, alors gérer les affaires courantes, mais en même temps mettre en place un processus électoral. Mais en même temps, on a un peu l'impression que se remet en place un face-à-face entre l'armée d'un côté et les frères musulmans de l'autre. Et on se dit, mais où passe le mouvement démocratique? Exactement, parce que si vous voulez, ce face-à-face arrange tout le monde. Quelquefois, j'ai bien peur d'ailleurs qu'il n'arrange même des pays en dehors du monde musulman. Mais en tout cas, en Égypte, il est clair que l'armée, un peu comme au Pakistan, si vous voulez, était très satisfaite d'avoir comme épouvantail les frères musulmans. Les frères musulmans qui ont été eux-mêmes pris de court, en fait, par cette révolution. Absolument. Voilà. Alors, on voit même, on a vu ces jours derniers des manifestations en Libye, il y a des journées qui sont organisées en Algérie, il y en a même à Bahreïn. Oui, c'est en Algérie en fait que l'état de siège dure depuis... C'est en Algérie que l'état de siège est depuis Depuis 92. Et depuis En Égypte, c'est depuis 30 ans. Que les militaires avaient pris le pas, etc. Donc comment évaluez-vous cela, même si c'est impossible évidemment à prévoir, mais est-ce qu'il y a partout, à votre avis, les mêmes ferments
En Libye, c'est évidemment un dictateur qui lui est là depuis 40 ans, donc, mais en même temps la Libye est un tout petit pays au niveau de vie globalement plus élevé. Est-ce qu'il y a matière malgré tout à un mouvement de cette nature? Et en Algérie, est-ce que l'on peut supputer aussi sur une éventuelle contagion tunisienne, même si les deux pays sont fort différents? Vous savez, il y a deux versions. Il y a une première version qui est celle, comment dire, qui est la plus conservatrice, qui consiste à dire qu'en gros, après la Tunisie et l'Égypte, c'est terminé parce que, d'une part, les autres pouvoirs auront appris de ces deux révolutions, que d'autre part, ils vont faire des réformes préventives, en quelque sorte. Vous avez vu qu'en Jordanie, le Premier ministre est parti, que la Syrie a promis un certain nombre de choses, qu'au Yémen, Saleh dit qu'il ne se représentera pas. Enfin bon, donc un certain nombre d'annonces ou de réformes préventives, et puis les appareils de sécurité qui reprennent la main. Ça, c'est une version. Et puis, il y a une autre version qui est que de la même façon qu'après la Tunisie, on ne prévoyait pas l'Égypte, qui est quand même le plus grand pays arabe, on n'imaginait pas du tout qu'entre le 25 janvier et le 11 février, on arriverait à obtenir le départ de Moubarak. Bon, ça a été une surprise pour tout le monde. Mon sentiment personnel, c'est qu'on peut avoir d'autres surprises. Bon, alors il faut aussi rappeler que le mouvement des jeunes égyptiens a commencé en fait en 2004-2005. C'était le mouvement Kefaya. Il a raté à ce moment-là et puis il a réussi en 2011. Donc, si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe en Algérie, au Yémen, en Jordanie, et même en Libye, le pauvre Kadhafi qui est maintenant pris entre la Tunisie et l'Égypte, moi ça me fait quand même un peu rire. Mais la chose importante, c'est que même là, où personne n'attendait rien, où on disait finalement tout va aller bien parce qu'il redistribue la rente pétrolière et qu'il tient les tribus, etc. Bon, en fait, on a vu des manifestations à Benghazi à cause de l'arrestation d'un avocat. Pas sur des motifs économiques, sur un motif qui est vraiment un motif de liberté. Exactement, de revendication démocratique, et puis qu'il y a des appels à manifestation qui sont des appels qui portent à la fois sur la démocratie et sur la lutte contre la corruption. Parce qu'il faut voir que dans tous ces pays, quand même, vous avez des personnages qui soit sont installés depuis 40 ans, soit sont des dynasties illégitimes, comme les Alaouites, il faut le dire quand même en face, en Syrie. On peut s'interroger d'ailleurs aussi en passant sur ce qui se passe avec les Wahhabites en Arabie Saoudite. Donc, soit cela, mais conjugué avec des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, et puis une négation complète de la jeunesse, qui aujourd'hui représente quand même plus de 50% de la population. Alors la perspective qui est tracée souvent, c'est de dire, notamment pour l'Égypte, c'est de dire mais il faut regarder du côté de la Turquie, parce que la Turquie, au fond, avec des structures qui sont des structures électives, démocratiques, etc., a intégré une forme d'islamisme dont certains Turcs disent mais regardez, nous sommes un peu, nous, notamment le parti au pouvoir, l'AKP, ce qu'est la démocratie chrétienne en Europe, c'est-à-dire capable d'intégrer des valeurs religieuses dans un mouvement qui est un mouvement politique qui ensuite se présente aux élections, etc. Est-ce que le modèle turc vous paraît, pour vous, exportable? Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que l'AKP trouve un bon... comment dire? C'est ce qu'ils mettent en avant. Voilà, oui, ils le mettent en avant. C'est de bonne guerre. En raison, c'est tout à fait de bonne guerre, mais c'est aussi une façon de présenter une face, je dirais, acceptable au moment où ils veulent entrer dans l'Union européenne. Donc, mais je ne suis pas sûr que, si vous voulez, cette comparaison soit vraiment valable. Ceci étant, il est certain que la Turquie est un pays moins répressif, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un pays moins répressif, simplement que ceux dont nous parlons. Simplement, il faut voir que moi, je n'ai vu à aucun moment les manifestants, et en particulier les représentants des jeunes dont nous parlons en Tunisie et en Égypte, se réclamer de la Turquie. Je n'ai pas vu cela. Et je n'ai même pas vu de revendications de type religieux. Donc toute la question est de savoir si c'est
élans démocratiques seront voilà, tordus ou ce qu'il en restera à l'arrivée. C'est ce que l'armée, à mon avis, essaie de faire en Égypte. L'armée voudrait, peut-être avec des législatives anticipées, je pense que l'armée cherche à rétablir un face-à-face avec les frères musulmans et finalement à écarter ce qui était la revendication de ces nouvelles classes moyennes, éduquées, modernes. Des libertés. Voilà, qui sont les libertés. Oui. Alors on a évoqué la Libye tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute, comme moi, de la tente du colonel Kadhafi plantée au cœur dans les jardins de l'hôtel Marigny à Paris, avec tout ça. Mais il y a eu quelqu'un qui avait protesté contre cela au sein même du gouvernement, c'était Ramayad, qui s'était fait tancer, moquer, etc. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas elle qui avait raison? Bien sûr. D'une part, elle était à l'époque secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Est-ce que, au fond, le tort de la diplomatie française n'est pas d'avoir renoncé précisément à tout son versant droits de l'homme, souvent moqué sous le terme de droits de l'hommiste, etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il faudrait que notre diplomatie intègre pour reprendre pied avec des événements qu'elle n'avait pas vu venir et vis-à-vis desquels on la sent gênée malgré tout? Écoutez, je crois que vous avez tout à fait raison. Une des choses qui manque à notre diplomatie, c'est précisément d'abord de respecter elle-même les valeurs qu'elle est censée promouvoir à l'extérieur et qu'elle ne promeut en fait pas du tout. On peut se demander ce qui reste de la politique arabe de la France, très franchement, aujourd'hui, étant donné ce qui se passe, ce qui n'a pas été prévu, mais aussi un certain nombre de liens qui ne nous font pas honneur avec des chefs d'État qui sont des chefs d'État qui ne sont plus acceptés par leur population, en particulier par leur jeunesse, qui représente quand même l'avenir. Et puis, je pense que même, si vous voulez, le grand projet de la diplomatie française, de l'Union pour la Méditerranée, on voit aujourd'hui que ce projet est complètement coupé des sociétés civiles. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la diplomatie française à l'égard du monde arabe, et il y a une politique arabe à revoir de fond en comble. Deux mots pour terminer, Thérèse Delpech, sur ce qu'a été l'attitude américaine. Qu'on a dit ici ou là hésitante, certes, mais qui néanmoins a paru mieux accompagner le mouvement malgré tout. Écoutez, avec à la clé une ingérence, entre guillemets, évidemment. Oui, moi je trouve d'abord que l'ingérence a été minime, mais si vous voulez que compte tenu des intérêts américains en Égypte, qui sont quand même colossaux, je parle des intérêts diplomatiques et stratégiques des Américains en Égypte, qui ne peuvent pas se comparer aux nôtres. Je trouve que le président Obama, dont la politique étrangère n'est pas toujours un succès, en particulier vis-à-vis d'un pays comme la Chine ou même comme la Russie, je trouve que là, il s'est adapté assez vite, il a su trouver les mots qu'il fallait, et surtout dans le discours où il a fait cette comparaison avec les mouvements de 1980, où il a parlé aussi de l'Indonésie, avec qui il a des liens qui sont des liens personnels. Non, je trouve franchement que l'Amérique a d'autant mieux géré cette affaire que finalement elle était sous la pression forte de certains de ses alliés, en particulier les Saoudiens et les Israéliens, qui, pour des raisons différentes, ont assez mal vécu ces événements. Et ici à Paris, on lui avait fortement reproché son discours du Caire, mais son discours du Caire, c'était « il est bon que les dirigeants arabes, du monde arabo-musulman, gouvernent par le consensus et non plus par la coercition ». Et quelques mois plus tard, c'est un discours qui trouve sa réalité. Exactement, et c'était un bon discours, et on ferait bien d'apprendre un certain nombre de choses de ce que vous venez de dire. Il faut gouverner avec le consensus et pas la coercition. Je ne vois pas pourquoi les Arabes seraient à une aune différente des Européens. Merci Thérèse Delpech. Merci. Maurice Tubiana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
Vous venez d'écrire un livre intitulé La science au cœur de nos vies. C'est édité chez Odile Jacob, où vous mettez un petit peu toute votre philosophie de la vie et de la science. Je rappelle simplement que vous avez été un des pionniers de la lutte contre le cancer. Vous avez longtemps présidé l'Académie de médecine, vous êtes toujours membre de l'Académie des sciences. Et donc vous avez une vision d'ensemble, au fond, des progrès de la science française et notamment de la science en matière médicale. Dans votre livre, vous passez en revue à peu près tout ce qui constitue notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les progrès de la physique, les progrès des sciences du vivant, mais vous faites aussi une incursion dans la philosophie, puisque vous traitez des rapports entre nous et la science, entre notre façon de penser et la science, et puis vous parlez évidemment de la France. Alors, votre grand sujet de préoccupation, en fait, c'est au fond la crainte de voir une culture scientifique, celle de notre pays, se perdre un peu dans les sables. C'est bien ça votre crainte? Tout à fait. Si on regarde les faits en face, comme l'a fait Valérie Pécresse dans un article qui a eu beaucoup de retentissement il y a un peu plus d'un an, on constate que les sondages montrent une baisse régulière de la proportion de Français, et en particulier de jeunes Français, faisant confiance à la science. Cette méfiance envers la science, cette désaffection envers la science a de très graves conséquences. D'abord sur le plan économique. Sur le plan économique, l'innovation est un facteur majeur pour la réussite des exportations. Or, la situation est d'autant plus difficile qu'avec l'émergence de nouveaux pays où le salaire des scientifiques et de façon générale est 10 fois plus faible qu'en France, nous avons affaire à des concurrents extrêmement redoutables. De plus, en France, la capacité d'innovation baisse. Cette capacité d'innovation a été estimée à Bruxelles par le marché commun. Nous ne sommes qu'au 10e rang parmi les pays de l'Union européenne sur le plan de capacité d'innovation. Et fait très grave, nous avons été rétrocédés à la fin 2010 du 10e au 11e rang. Nous sommes considérés comme un des pays qui ne font pas d'efforts pour stimuler l'innovation scientifique. Et cette dégradation de la position de la France est extrêmement inquiétante. Alors ça, c'est l'innovation en général, la recherche scientifique en général. Vous, vous êtes plutôt aussi attaché par profession aux sciences du vivant, au progrès de la médecine, et vous expliquez au fond il faut faire une différence entre le risque perçu, c'est-à-dire quand apparaît un nouveau traitement, quand apparaît un vaccin nouveau, etc. Il y a une perception du risque qui est beaucoup plus importante, dites-vous, que le risque réel. Et au fond, c'est ça votre propos. Vous voudriez que les gens réapprennent, soient plus près de la réalité que de ce que vous considérez comme un peu irrationnel, c'est-à-dire une surévaluation du risque. C'est un peu le système médiatique qui veut ça. Pour vendre une émission de télévision ou un article dans un journal, on a intérêt à mettre l'accent sur les craintes, sur ce qui va mal. Et on a tendance à oublier au contraire l'effet positif. Déjà, il y a plus de 20 siècles, les Grecs disaient « ce qui fait vendre, c'est l'anxiété ». Oui. Et cette anxiété, pour les médias, il faut l'accentuer. En France, nous avons de plus des groupes de gens qui sont spécialisés dans l'accentuation des craintes. Donc, la conjonction de ces deux faits, le fait que les médias aient tout naturellement tendance à augmenter, à insister sur les risques, et le fait qu'il y ait des gens qui systématiquement jouent sur les peurs, aboutit à cette conséquence que de moins en moins de gens en France font confiance à la science. Et ceci est aggravé par la situation actuelle. Dans les pays émergents, les salaires des scientifiques
et de façon générale de ceux qui travaillent avec les scientifiques est 10 fois inférieur à ce que les payons en France. Donc on a le risque d'être complètement dépassé par les pays émergents. Heureusement, l'exemple de la Suède, de l'Allemagne et de quelques autres pays montre qu'on peut surmonter ces difficultés. Et la Suède et l'Allemagne continuent à exporter aussi bien qu'avant parce qu'ils ont développé la capacité d'innovation, ce n'est pas le cas en France. Alors, plusieurs questions se posent. Pourquoi cette méfiance? Que peut-on faire pour lutter contre elle? Alors cette méfiance, d'abord il y a les médias comme je le dis, et puis surtout il y a des groupes de gens dont la spécialité est d'attiser les peurs et de ne pas faire confiance à la science. Sans insister sur ça, par exemple, ceux qui s'opposent aux expérimentations des OGM et qui détruisent les champs d'expérimentation expriment leur peur de la science et veulent lutter contre elle. Ils veulent lutter contre elle parce que le dogme dit que la nature est bonne, les OGM est mauvais. Si par malheur les expériences montrent le contraire, c'est un désastre. Alors ils détruisent les expériences. Dans les autres pays, les gens qui détruisent des expériences, d'abord il n'y en a pas, ils n'oseraient pas, et s'il y en avait, ils seraient condamnés par les tribunaux. En France, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les magistrats eux-mêmes ont été contaminés par cette idée que la science est dangereuse, que la science, il faut s'en méfier. Ils relaxent ceux qui ont détruit les champs et ils encouragent de facto cette peur de la science. Mais en même temps, si on se place du point de vue de l'opinion, quand on regarde par exemple une affaire comme celle du Mediator, ce médicament qui a quand même provoqué beaucoup de dégâts, qui a été au fond imposé par un laboratoire pharmaceutique, est-ce que, bon là il y a des fautes manifestes, donc il est normal que la justice s'en saisisse, mais ça, vous comprenez que ça alimente ensuite la méfiance que les gens peuvent avoir vis-à-vis, en gros, des scientifiques. Pourquoi? Parce que ce sont des laboratoires, des scientifiques qui ont mis sur le marché ce médicament. Dans les médias, dans le cas du Mediator, il est évident qu'il y a eu des fautes. Il faut chercher l'origine de ces fautes et les punir. Mais ce n'est pas la science qui a été mauvaise, c'est l'usage qui a été fait de la science. Et si on regarde l'ensemble des médicaments, en oubliant le Mediator, ou plutôt en le mettant dans son contexte, on s'aperçoit que la durée de vie humaine augmente tous les ans de 3 mois. Donc les conditions de vie s'améliorent constamment, contrairement à ce qui est dit. Et de plus, si on prend les médicaments, dans l'ensemble, ils ont favorisé une extraordinaire augmentation de l'espérance de vie. Il faut penser qu'à la fin du XVIIIe, l'espérance de vie en France était de 27-28 ans. Elle est aujourd'hui, chez les hommes, de 78 ans et chez les femmes de 85 ans. Donc le progrès a été prodigieux. Il est entièrement dû à la science, comme le montre l'analyse des faits. Comment regardez-vous vous-même aujourd'hui toutes les polémiques qu'il peut y avoir et les réflexions qu'il y a aussi sur, par exemple, la recherche sur les cellules souches, puisqu'il y a une loi en ce moment au Parlement qui est en voie de réaménagement ou d'amendement, qui est la fameuse loi de 1994. Alors, les cellules souches sont potentiellement capables de déclencher d'extraordinaires progrès. Il faut penser que la vieillesse, la sénescence d'un organisme est due à la diminution du nombre de cellules souches dans les tissus et au mauvais fonctionnement de ces cellules souches vieillies. Donc la recherche sur les cellules souches est capable d'améliorer dans des conditions immenses la vieillesse et de lutter contre les maladies, lutter contre la vieillesse. Mais bien entendu, rien n'est parfait. Et il faut, tout en développant les cellules souches, éviter que ce développement ait des conséquences fâcheuses, ce qui est relativement facile si on part du principe que les cellules souches sont une avancée nécessaire
pour la santé dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde, on trouvera tout facilement, et j'en ai proposé plusieurs, des solutions pour éviter que ce développement des cellules souches ait des conséquences nocives pour la population. On peut le faire et l'Académie de médecine a fait des propositions très précises à cet égard. Le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est quelque chose qui vous passionne toujours et qui est l'enseignement, la transmission de cette culture scientifique que vous appelez de vos voeux. Vous avez enseigné longtemps. Et comment regardez-vous parce que dans votre livre, vous regrettez qu'il y ait moins de jeunes français attirés par les études scientifiques. Alors d'abord, il faut rappeler que les jeunes ne savent pas tout ce qu'a apporté la science. Ils sont nés, ils ont vécu dans un domaine, baignant dans la science et ne se posant pas de problème sur l'origine de ces progrès. Il leur paraît tout à fait normal que l'espérance de vie soit très longue. Au XVIIIe siècle, oui, une femme de 30 ans était même, au début du XIXe, une femme de 30 ans était une vieille femme qui allait cacher ses rides dans un couvent ou dans une lointaine province. Aujourd'hui, c'est le début de la vie. Eh bien, c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Les jeunes ne le savent pas. Personne ne leur rappelle de tous les bienfaits qu'a apporté la science. De plus, tous les jours, dans les journaux, on voit des nouvelles, des rumeurs inquiétantes sur tel ou tel produit. Quelquefois, il y a des fautes, comme dans le cas du Médiateur, mais le plus souvent, ce sont des craintes et certains jouent délibérément sur les peurs pour inquiéter la population. Donc, en tant qu'enseignant, mon conclusion est évidente, il faut apprendre aux jeunes tout ce qu'a apporté la science, il faut leur permettre de comprendre ce qu'est la science. La science aujourd'hui est devenue quelque chose d'extrêmement complexe et difficile à comprendre. Il faut chercher dans l'histoire des sciences, à un moment, il y a un siècle environ, où la science était facile à comprendre, pour expliquer ce qu'est la démarche scientifique. Et si on explique ce qu'est les démarches scientifiques, les jeunes sont vite convaincus et de son utilité et de son nécessité. Mais c'est une entreprise de longue haleine. Sur le plan immédiat, il faut lutter contre les rumeurs qui entretiennent la peur. Il y a des gens dans le métier, et semble-t-il, d'attiser les peurs. Mais comme vous le disiez, ça remonte aux Grecs et à l'Antiquité. En tout cas, dans votre livre, donc, vous disiez qu'il faut apprendre ce que c'est que la science et essayer de décomplexifier quelque chose qui est en effet devenu très très complexe. Et donc moi je renverrai à la lecture de votre livre parce que vous y passez en revue donc tout ce qui a été au fond les découvertes dues à la physique, mais aussi les sciences du vivant qui ont une grande part dans votre livre, et puis une part de votre propre réflexion philosophique. Mais ce qui est important, c'est de montrer tout ce que la science peut faire, et dans des domaines extrêmement divers. La science a donné à l'homme dans une grande mesure la maîtrise de son destin. Pour la procréation par exemple, on a des enfants quand on veut avoir des enfants. Et si on est un couple qui n'a pas d'enfants, seule la science peut apporter des solutions. Voilà, on restera sur votre mot de conclusion. Merci Maurice Tubiana. Et pour celles et ceux qui souhaitent retrouver les propos de Thérèse Delpech et de Maurice Tubiana, rendez-vous donc sur publicsena.fr. De 1988 à 1993, le journaliste belge Hugues Lepage a réalisé plusieurs documentaires.